Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin faire le bilan culturel du mois de mai. Il y a moyennement des choses ce mois-ci, je pense qu'il y en aura beaucoup plus pour le mois prochain. Et comme d'habitude, on va commencer par les films. Donc, je suis allée voir au cinéma le nouveau Gardien des Galaxies. Je pense que ça fait partie de mes Marvel préférés, toute la suite des Gardiens des Galaxies. Notamment parce que la BO des années 80 c'est pépite, mais je sais pas, j'aime bien cet univers, etc. Donc là, on va suivre encore une fois l'équipage des Gardiens de la Galaxie, obviously. Mais cette fois, on va suivre un petit peu plus l'histoire de Rocket, un peu plus sa backstory, etc. Et évidemment, combattre un énième grand méchant. J'ai trouvé que c'était un très très bon film. Il y a eu des moments dans le film où franchement, t'avais un peu envie de pleurer, donc tu te retiens, tu penses que c'est fini, et là il t'achève avec un dernier coup, et là tu te mets à pleurer. Il y a des scènes qui sont pas forcément très fun, surtout si t'es sensible à la maltraitance animale, par exemple. Et sinon, moi je l'ai trouvé super bien. Par contre, c'est quand même un petit peu important d'avoir vu déjà les autres Gardiens de la Galaxie avant, mais aussi certains autres Marvel dont je n'ai plus les titres en tête, pour connaître un petit peu plus l'histoire de certains personnages, et parce que sinon tu risques d'être troublé parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un peu des réalités parallèles, etc. Et du coup, si t'as pas vu les films avant, ça peut être peut-être un peu compliqué à comprendre et devenir un peu absurde dans le film. Donc je te conseille quand même de checker avant. Je pense que sur internet, les gens conseillent les films qu'il faut voir avant de voir tel nouveau film Marvel. Mais du coup, voilà. Donc vraiment, je te le conseille. Il est à la fois triste sur certains points, mais c'est toujours les Gardiens de la Galaxie, donc il y a toujours de l'humour, il y a toujours du feel good, etc. Donc ça va. Ensuite, l'autre film que j'ai regardé qui n'a absolument rien à voir, c'est Moi, Christiane F. Et la suite du titre, je crois que c'est Drogué et prostituée, 13 ans, drogué et prostituée, quelque chose comme ça. Ou 14 ans, je ne sais plus. Mais bref, dans tous les cas, il doit avoir l'affiche juste à côté de moi. Donc c'est un film qui est basé sur un livre écrit par cette fameuse Christiane, qui est un livre très compliqué à lire et qui relate en fait d'un contexte très particulier dans l'Allemagne de... Je sais plus on est de quel côté à cette époque, on doit être dans l'Allemagne de l'Ouest, quelque chose comme ça. Où les jeunes se sentent un peu abandonnés, où ils n'ont pas réellement leur place dans la société, etc. Et puis, en fonction de différents contextes sociaux, économiques, culturels, etc., c'est un peu compliqué. Et du coup, il y a une espèce d'épidémie de jeunes gens qui sont addicts à diverses substances et qui, pour certains, se prostituent pour pouvoir acheter leur dose. Donc, évidemment, c'est un film qui va aborder des sujets très lourds, des sujets qui peuvent trigger certaines personnes. Et je pense pas que ce soit un film pour tout le monde. Et surtout, c'est un très bon film pour faire de la prévention contre les drogues. Vraiment, en fait, tout le film est angoissant. Il y a une espèce de musique, je sais pas, j'essaierai de te la mettre là pour que tu te rends compte un peu de l'ambiance. Mais elle est vraiment angoissante, et à chaque moment dans le film t'as cette espèce de musique là qui revient sur des moments un peu précis. Donc c'est un film qui est un peu compliqué à voir si t'es pas dans un bon mood, à éviter, voilà, mais ça reste un film qui, je pense, d'après ce que j'ai un peu vu et de ce que je me suis renseignée un petit peu, retransmet bien un peu ce qu'il y a dans le livre, même si ça oublie, ça passe sous silence quelques détails, etc. Parce que ça reste un film et que sinon je pense que ça aurait duré 50 heures. Mais voilà, si c'est un contexte qui t'intéresse,
pourquoi pas, mais vraiment à être dans un bon mood avant de le regarder. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est séries, télé-réalité, documentaires. J'ai tout d'abord, évidemment, parce que Bridgerton m'aura toujours, c'est pas possible. Franchement, je suis à 2 doigts de lire les livres, c'est pour te dire. Mais ils ont fait un préquel de Bridgerton où on va s'intéresser à l'histoire de la reine Charlotte, qui est la reine actuelle dans l'univers de Bridgerton. Et du coup, on va se focus sur sa rencontre avec le roi. C'est un peu considéré comme, entre guillemets, un hors-série de Bridgerton, mais je trouve que c'est quelque chose qui s'intègre vraiment très très bien. Et pour moi, je l'ai vraiment vu et regardé comme une nouvelle saison de Bridgerton. Je sais pas si tu vois la nuance, mais bon, bref. Et horrible. Était horrible cette saison. Enfin, horriblement bien, mais horrible. Ça fait pleurer, ça fait mal au cœur. On comprend mieux certaines actions de la reine qu'on a pu voir dans les saisons précédentes de Bridgerton et certaines de ses réactions. On les comprend mieux via cette saison-là où on apprend un petit peu plus sur sa psychologie, oui bien sûr, sur sa psychologie, sa personnalité, son histoire, etc. On en apprend plus aussi sur le roi George, donc, qui a une vie quand même pas très sympathique, voilà. Mais je trouvais que, comme d'habitude, franchement, les dialogues étaient très bien écrits, ça reste de la romance, mais là c'est de la romance tragique, donc vraiment, tu vas pleurer, prépare des paquets de mouchoirs, etc. Moi, je me découvre beaucoup plus sensible ces derniers temps, et j'ai beaucoup plus la larme facile en ce moment. Donc je peux te dire que ça a pleuré, vraiment. C'était compliqué de finir, mais c'était une très très belle saison en tout cas. Et j'ai hâte évidemment de voir la prochaine. Ensuite, au niveau des émissions, j'ai fini de regarder Drag Race, mais version Belgique. J'étais assez curieuse de voir ça, etc. Et comme d'habitude, je me suis éclatée à regarder cette saison. Ma drague préférée, c'était Athéna, vraiment sublime. J'aimais vraiment beaucoup ses looks, son style, etc., sa personnalité, enfin bref. Mais sinon, les autres étaient tout aussi bien et c'était super à voir. Et très contente du coup de voir l'édition belge que je te recommande si tu n'as pas pu la voir et si tu connais pas du tout l'univers des dragues, etc. Ce genre d'émission, c'est une bonne porte d'entrée pour apprendre un petit peu mieux à connaître son milieu et à se rendre compte de ce que c'est que cet art et de tout le travail qu'il y a derrière. Donc je te recommande fortement cette émission si tu veux en apprendre plus sur cet univers. Ensuite, j'ai pu voir un documentaire sur les sirènes. Alors, pas les sirènes dans les contes, etc., des vraies sirènes qui existent aujourd'hui sur Terre, qui sont en fait des performeurs qui ont littéralement, qui jouent une sirène ou un triton dans les aquariums, ou qui font des compétitions de sirènes. Enfin bon, bref, j'ai vraiment découvert tout un monde. Je connaissais un peu l'univers du mermaiding. Oh, c'est compliqué en anglais. Via TikTok, j'avais vu passer des trucs, mais je m'étais pas plus préoccupée que ça. Et via le docu, j'avoue que j'ai découvert que c'était quand même un gros univers. Le docu, cependant, est quand même très focus sur les États-Unis, parce que docu Netflix est plutôt produit aussi aux États-Unis. Donc j'aurais aimé voir ce que ça donne peut-être... J'aurais peut-être aimé voir ce que ça donne en France, etc. Même si effectivement ils ont montré que les compétitions étaient internationales et qu'il y avait des sirènes du monde entier. Enfin bon bref, j'ai trouvé ça assez fascinant à voir. Et vraiment, je n'essaierai jamais de faire ça parce que je pense que je serais en train de me noyer dans l'eau là. Mais vraiment, ça demande beaucoup d'entraînement physique et bonnes compétences en apnée. Donc voilà, si ça t'intéresse, je trouvais que c'était un docu assez chill à regarder, sans prise de tête et qui t'en apprend plus sur un univers, donc why not. Et du coup, on va pouvoir passer cette fois aux expositions et visites culturelles.
Alors j'ai commencé le mois au musée Carnavalet pour aller voir l'exposition Philippe Starck, donc qui est un créateur, designer parisien, qui a eu une espèce de carte blanche, on va dire, à Carnavalet pour expliciter son lien avec Paris. C'est une exposition qui est très métaphorique. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est un truc un peu très expérimental. On va dire que ça ne m'aurait pas choqué que cette expo aille au Palais de Tokyo, par exemple, mais le fait que ça soit une expo dans Carnavalet, ça a pas le même sens. Je sais pas si tu vois, en fait, là où les expos prennent place, auront pas forcément le même sens en fonction de l'institution où elles sont exposées. Et du coup, là, j'ai pas forcément compris pourquoi le musée Carnavalet faisait une exposition comme ça. Je vois que oui, il y a un lien avec Paris, etc. Et que comme c'est le musée de l'histoire de Paris, why not? Et que Philippe Starck a fait aussi beaucoup pour la ville de Paris, notamment toutes les petites bornes un peu point d'histoire que tu vois à travers Paris, c'est lui qui les a faites. Mais j'avoue que c'était un peu étrange comme exposition et comme... Je sais même pas si je pourrais appeler ça une exposition, mais plutôt une expérience. C'était très très étrange. Les explications du coup sont données par Philippe Starck. Et du coup parfois ça part un peu dans des choses abstraites. Puis il y a un peu de design effectivement, mais c'est pas du tout une expo de design. Et j'avais vu beaucoup de commentaires négatifs parce que beaucoup s'attendaient à ça, parce que peut-être la communication avait pas bien marché enfin pas bien marché, et que beaucoup pensaient que ça allait être une expo de design, mais en fait pas du tout. C'est une expérience proposée par l'artiste. C'est vrai que très très bizarre, elle est aussi très courte, donc si tu payes pour faire cette exposition, je trouve que la valeur, je trouve que le rapport qualité-prix est pas là. Je suis très très perplexe et vraiment plus j'y pense, plus je me dis que je crois que je n'ai pas aimé cette exposition qui était quand même très particulière, on n'est pas forcément habitué à ça, et d'autant plus au musée Carnavalet, c'était un peu étrange, donc je te la conseille pas forcément, voilà. Honnêtement, c'est ce que je peux t'en dire. Sinon, je suis allée visiter le château de Vincennes, parce que je crois que je l'avais jamais fait. Non, je l'avais jamais fait. Et du coup, je me suis dit, allons-y, c'est l'occasion d'aller visiter un château, pourquoi pas. Ce que je vais te dire tout de suite, c'est que j'ai trouvé que l'exposition temporaire qu'il y a en ce moment à l'intérieur de l'église est plus intéressante que le château en lui-même. À l'intérieur de l'église, tu as une intervention d'une artiste contemporaine portugaise dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolée, qui a fait avec tout un atelier un immense arbre de vie absolument magnifique qui rend super bien dans l'église. Il était vraiment super beau, super impressionnant. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié son intervention dans l'église. Je trouvais que ça apportait quelque chose parce que c'est une église à l'intérieur où les murs, c'est de la pierre, il n'y a pas forcément de décoration. Il y a quelques très beaux vitraux qui habillent en fait un petit peu l'intérieur de l'église. Mais c'est vrai que de rajouter cet arbre, ça rajoute une touche ultra colorée dans une église de pierre un peu grise-blanche. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment pas mal. Concernant le château, c'est un château qui, comme beaucoup en fait, est assez vide. Donc tu le fais un peu plus pour l'architecture. Les explications étaient, c'était un peu le strict nécessaire. Certaines explications en extérieur commençaient à vieillir dans le sens, pas le texte date d'un autre temps, mais genre le cartel vieillit, s'abîme. Donc voilà. Et en fait, je sais pas trop quoi t'en dire parce que je crois que les cartels m'ont un peu perdu sur la chronologie. On comprend pas très bien les divers moments de ce lieu, qui succède à qui occupe ces lieux, parce qu'à un moment ça te parle de souverains qui viennent là, qui ont leur cabinet d'études, etc. Et puis après ça te parle de prisonniers, etc. Donc
tu comprends pas forcément tout très bien dans le sens ordre chronologique, on va dire. Donc ça, j'ai trouvé ça très très dommage. Il y a beaucoup de travaux aussi en ce moment à Vincennes, donc c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour y aller. L'entrée, il me semble, est payante et je crois que je m'étais dit que si tu payes plein tarif, c'était un peu cher quand même pour ce qui est proposé, je veux dire. Donc voilà, donc à voir pour les tarifs réduits et ceux qui ont la gratuité. Et sinon, je suis allée aussi à Besançon récemment, où j'ai pu voir un petit peu la ville, parce que j'y suis jamais allée. Donc j'ai vu l'horloge astrologique de la cathédrale de Besançon, qui est super stylé et qui était l'un des exemples d'horlogerie les plus complexes à l'époque. Je crois qu'elle date du 19e, quelque chose comme ça. Et c'est une aussi qui a je crois que c'est elle qui a le mécanisme le plus complexe en France pour ce qui est des horloges d'astrologie, parce que c'est l'une des plus petites, et comme c'est plus petit, les pièces c'est plus compliqué à tout régler, etc., que quand tu as une énorme horloge où les pièces sont plus grosses et plus maniables, etc. Donc en tout cas c'était super intéressant. Je te conseille quand même de prendre la version commentée où t'as une personne du Centre des Monuments Nationaux qui va te parler un petit peu de cette horloge. C'est un peu plus clair quand il y a quelqu'un qui te l'explique. C'est gratuit pour les moins de 26 ans. Et sinon, je crois que ça doit être 3 € ou 2 € pour avoir des explications. Donc c'est quand même sympa, et puis tu peux poser tes questions, etc. Donc voilà, si c'est des sujets qui t'intéressent, ça peut être cool. Donc c'est une horloge qui va du coup te montrer où sont les astres à telle heure, qui va te présenter l'heure normalement, et qui va aussi te montrer les marées, etc. Ça c'est les cadrans qui sont sur les côtés. Enfin il y a vraiment plein de cadrans qui te donnent plein d'informations différentes, et je trouvais ça assez brillant. Et sinon, si tu montes un petit peu plus haut, il y a la citadelle. Oui, la citadelle de Besançon. La citadelle ou les rangs? Je ne sais plus. Je crois que oui, c'est la citadelle de Besançon. Donc, pour moi, c'était gratuit, comme d'habitude. Je crois que ça vaut le prix parce que, en fait, à l'intérieur de la structure, t'as plein de petites structures. T'as le musée franc-comtois, t'as les remparts où tu peux marcher dessus, t'as un parc zoologique. J'ai pas très bien compris pourquoi il y avait un parc zoologique dans la citadelle, j'avoue. Diverses animations, il y a des espaces d'exposition temporaire, etc. Enfin, c'est quand même assez riche tout ce qu'il y a dedans. Et donc voilà, mais j'avoue que la question du parc zoologique, j'ai pas forcément très bien compris ce que ça faisait là, mais bon. J'ai fait un petit passage éclair au musée franc-comtois que je n'ai pas fait en entier parce que en fait on est arrivé un petit peu tard, du coup fallait un peu se dépêcher. C'est un petit musée qui va droit au but, qui est simple, clair et net, on va dire. Il n'y a pas forcément de grands détails sur les cartels, dans le sens où ça c'est un truc plus peut-être d'historien de l'art, et notamment une personne qui prépare le concours de la conservation, mais les cartels ne sont pas complets, par exemple pas avec le titre de l'œuvre, les matériaux, etc. Il n'y a pas ça, mais par contre il y a des explications absolument partout, et notamment des cartels qui remettent dans le contexte certains objets d'époque. Je pense notamment à Banania, et à son image quand même fort problématique. Donc ça remet tout dans le contexte, ça explique, et j'avais trouvé, je te mettrai le cartel là, j'avais trouvé que le cartel faisait vraiment bien son job sur ces questions-là. Donc non, franchement, il était vraiment simple, clair et net. Donc on pouvait pas faire mieux, je pense. Et c'était assez sympa, voilà, de voir ces différents objets, ces différentes choses, etc. Bref. Ensuite, pour ce qui est des remparts, c'est assez sympa de le faire, de marcher, etc. Tout autour. T'as une très très belle vue en fait sur toute la vallée, on va dire, mais aussi sur le fleuve qui entoure Besançon, qui fait une espèce de boucle qui est assez stylée. Et j'ai déjà oublié le nom. C'est pas la Loue. C'est la Loue qui passe aussi là ou pas? Je ne sais plus si c'est la Loue ou si c'est un autre.
mais c'était vraiment assez sympa au niveau de la vue, etc. Ça, je te conseille assez. Voilà. Et pour une fois, là, ça faisait longtemps, on va avoir du bouquin. On va en avoir un. Il y en a d'autres qui sont en cours de lecture. Donc, je vais te présenter mon nouvel ami du moment qui s'appelle Le Code du patrimoine. Qui pensait un jour que j'allais me coltiner un code? Bref, donc je n'ai pas fait d'études de droit, mais en fait, pour les oraux, etc. du concours, on nous a fortement conseillé de connaître quand même tout ce qui était législation du milieu, législation du métier, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'avançais dans mes études et dans ma vie pro, plus je me pose de questions liées à ça. Est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça, dans tel ou tel cas, qu'est-ce que je fais, etc. Enfin bon, bref. Et généralement, la fac ne t'apporte pas ces réponses-là, parce que ce sont principalement des chercheurs qui taffent pas au niveau des... Enfin, qui peuvent être collaborateurs de musées, mais qui sont pas dans les musées, on va dire. Et du coup, il y a certaines questions qui restaient en suspens, que ce soit au cours de mes études ou là maintenant. Et ça me donne toutes les réponses. Et en plus, je pensais que jamais de la vie je comprendrais les articles, etc., que ça allait être trop compliqué pour moi qui n'ai jamais fait de droit. Mais en fait, je comprends tout. C'est abusé. J'étais vraiment choquée. C'est un code qui est quand même assez clair, je trouve. Après, il est vrai que, étant donné que j'évolue dans ce milieu, il y a des prérequis que j'ai déjà, on va dire. Mais je l'ai trouvé super clair et en plus de ça, là j'ai une version annotée et commentée qui est vraiment pas mal. Le seul problème de ces bouquins, c'est que ça coûte super cher. Là, je vois 71 €. Je l'ai pas eu à ce prix-là, hein. Heureusement. Je te conseille vraiment pour les codes, etc. de regarder d'occasion. Parce que là, je crois que je l'ai eu pour 40 € au lieu de 71 quand même. Donc c'est pas mal. Mais je trouve ça super cher. Et en plus de ça, c'est la version 2017, donc à compléter avec les nouvelles choses qui sont passées. Mais ça va, il y en a pas tant que ça, donc ça va. Mais ouais, je trouve ça super cher, mais super intéressant à lire. Et ça me débloque des questionnements que j'avais. En fait, c'est un peu ma Bible, ça répond à mes questions. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour le moment. Normalement, attention. La semaine prochaine, je l'espère, il y aura une nouvelle analyse. Enfin, ça fait 3 milliards de siècles. Je pense que dans la semaine, là, sur Insta, j'essaierai de vous faire deviner l'œuvre comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira, parce que ça fait vraiment longtemps là que j'en avais pas fait. Donc nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour cette fameuse analyse. Salut!